Oui. Alors, on succède à Roland et Geneviève qui avaient parlé de la gestion des conflits, c'est ça ? Gestion des conflits, oui. Voilà. Non, de l'importance du pardon. Oui, voilà. puissance du pardon. De la puissance du pardon. Et voilà. N'oubliez pas, si jamais vous ne pouvez pas venir à une soirée, de bien prévenir Pascal pour qu'on puisse s'organiser. Et voilà, je vous rappelle que c'est super aussi de nous faire des retours voilà, sur ce qu'on pourrait améliorer. Et voilà, il y a toujours la boîte à la sortie si vous voulez participer. Donc, voilà, l'importance du pardon, c'était ça ? Non, la puissance du pardon. Et aujourd'hui... C'est donc l'impact de la famille. Donc, comme Lydia l'a dit, je m'appelle Marcel et nous succédons donc à Roland et Geneviève. Et pour commencer, je vous invite à prendre votre manuel et l'ouvrir page 78 et faire le petit exercice proposé. Donc, vous avez 5 minutes. Le thème de notre héritage familial. Et nous allons écouter quelques couples donner leur témoignage. Donc c'est la vidéo 1. Ma famille était très expansive, très bruyante, et si quelqu'un était en colère, il le disait. Dans la famille d'Emerson, ils pouvaient tous être blessés, mais personne n'en disait rien. On n'en parle pas jusqu'à ce qu'on explose. Chez nous, la porte était toujours ouverte, donc nous avons toujours eu beaucoup de visiteurs. C'était complètement nouveau pour moi. Chez nous, il y avait peu d'allées et venues. On restait entre nous et il arrivait qu'on ne veuille même pas passer du temps ensemble. Ma famille, plutôt bruyante, on abordait tous les sujets. Et la famille de Neil, beaucoup plus taiseuse. Ma famille est un peu snob. Et la tienne, pas du tout. J'ai des origines allemandes. Comment dire, c'est très... Strict. Oui, j'ai reçu une éducation très stricte. J'ignore comment j'ai pu y entrer, mais je l'ai fait. Quoi qu'il arrive, on se rassemble et on passe du temps ensemble, à bavarder et à rire. Sa famille a une chouette tradition. Quand ils ont une visite et que la personne est sur le point de partir, toute la famille l'accompagne à la porte, puis jusqu'au portail. Et agite la main jusqu'à ce qu'elle disparaisse au bout de la rue. Sérieusement, comment vous faites ? Nous, on dit salut et c'est tout. La personne part. On ne se demande pas si quelqu'un lui ouvrira le portail. Quand j'allais chez elle, tout le monde hurlait et disait aux autres ce qu'il ressentait. Je trouvais ça carrément dingue. Donc le thème de cette rencontre est donc l'héritage et l'impact de la famille, passé et présent. À ce sujet, il est certain que chaque couple présente une situation unique et spécifique. Certains ont reçu de leur famille un soutien positif et utile pour construire un mariage solide. Pour d'autres, cet apport est plus compliqué et peut même leur porter préjudice. Et en plus, toutes ces relations évoluent avec le temps. Pour donner un petit exemple personnel de différence entre nos deux familles, ça concerne le thème des horaires. Dans ma famille, on n'est pas trop strict, on n'a pas trop discipliné. Alors, bien sûr, quand on est avec des enfants, on est forcé d'avoir un rythme, mais chez moi, on pouvait manger le repas du soir, ça pouvait être 19h, ça pouvait être 20h ou même plus tard. Et dans la famille de Marcel ? Aux Pays-Bas, on mange à 17h, 17h30. Alors manger à 20h, il y a un gros problème. Donc j'avais très vite très faim et je me disais mais comment on peut manger à 20h ? Moi à 18h30 ça me va, à 19h. Mais manger à 20h, 20h30 ça va pas du tout. Et il arrive encore aujourd'hui que quand on va dans ma famille, Marcel me dise « Tu crois que
on va manger à quelle heure? En tout cas, voilà, moi je m'adapte, je suis assez souple. Et Marcel, l'heure, c'est l'heure. On va avoir une autre vidéo maintenant. C'est la numéro 2. Les parents donnent l'exemple de ce que devrait être le mariage. L'éducation, non. Ça influence ta façon de voir la vie. Quand on n'a pas pu observer un mariage heureux, je crois qu'on est moins enclin à en rechercher un. Elle a été élevée d'une certaine façon, avec des expériences différentes. Le fait de s'adapter à cette nouveauté, ça a créé des tensions entre nous. Les valeurs et l'arrière-plan familial ont eu un très gros impact. Je crois que la famille et la belle famille affectent surtout la prise de décision dans le mariage. Tout le monde veut donner son avis, tout le monde pense savoir mieux que les autres, mais je ne crois pas que ce soit le cas. Les limites. Quand les limites, oui, c'est le bon terme, bien dit. Les limites. Quand nous nous sommes mariés, nous avons décidé que ce qui se passait entre nous restait entre nous. Sa mère s'en plaint encore aujourd'hui. Nous ne faisons qu'un et on refuse que quoi que ce soit vienne nous diviser. Nous allons explorer le sujet de la famille en commençant par considérer le changement profond qui doit s'opérer dans notre relation avec nos parents ou les personnes qui nous ont élevés. Le changement entre l'état d'un enfant complètement dépendant d'eux et celui d'un adulte sainement autonome. Et même si nous restons très impliqués dans ces relations, nous prenons nos propres décisions avec notre conjoint. C'est dans ce sens qu'en nous mariant, nous avons quitté notre famille d'origine, même si nous vivons encore sous le même toit, et que nous avons créé une nouvelle cellule familiale. Comme le dit le verset dans Genèse 2, c'est pourquoi l'homme et la femme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et de même pour la femme envers son mari. L'importance de quitter ses parents peut être négligée, surtout dans les régions du monde où les jeunes ont déjà quitté le foyer familial quelques années avant de se marier. Mais l'importance de quitter le foyer familial, mais l'importance de quitter ses parents porte moins sur la dimension physique que sur la dimension psychologique et émotionnelle. Pour mieux comprendre, nous pouvons nous représenter le foyer et la famille dans lesquels nous sommes nés comme étant le centre de gravité à partir duquel nous traçons des cercles d'exploration et d'indépendance de plus en plus larges. Mais le centre reste néanmoins le foyer vers lequel nous devions retourner plus jeunes et vers lequel aussi nous choisissions de revenir plus tard lorsque nous avions besoin de réconfort, de conseils, d'argent, ou lorsque le linge sale s'accumulait. Le foyer où nous avons grandi reste souvent le premier lieu vers lequel nous nous tournons pour être conseillés et rassurés. Après le mariage, cela doit changer. Nous créons une nouvelle cellule, une nouvelle structure décisionnelle, un nouveau centre de gravité. Le fait de créer ce nouveau centre n'implique pas de rompre les ponts avec nos parents ou nos beaux-parents, de ne plus les aimer, les respecter, mais nos obligations et notre loyauté se portent désormais avant tout vers notre conjoint. En tant que couple, nous côtoyons nos parents et nous nous soucions d'eux. Et il est possible que nous devions les aider à nous considérer comme un couple dans leur rapport avec nous. Voilà, certaines familles sont très envahissantes, d'autres gardent la distance. Moi, je suis quelqu'un de très indépendant. J'ai quitté ma famille très jeune, à 17 ans. Pour Marcel, c'est différent. J'y suis resté très longtemps. Et nous allons regarder la vidéo de l'expert numéro 1. Les limites ne définissent pas uniquement l'espace physique. Les limites sont avant tout d'ordre psychologique et interpersonnel. Vous pouvez vous trouver dans une cabine téléphonique et conserver de bonnes limites.
Donc, très souvent, ce problème de limite se manifeste dans le contrôle et la manipulation, ce qui est le cas lorsque les désirs des parents franchissent ces limites pour tenter d'orienter le couple, d'imposer la direction prise par leur relation. Il est important de se rappeler qu'un couple est un couple. Les conjoints forment une seule entité tout en restant deux individus. Il est aussi important que pour présenter un front uni, il est essentiel de posséder un front uni. Donc il est difficile de présenter quelque chose qu'on ne possède pas. Donc unissez-vous. C'est ici que très souvent, l'un des conjoints tient une véritable occasion de grandir. En effet, si son conjoint tente de lui dire par exemple « on doit passer plus de temps sans tes parents », mais que l'autre conserve une certaine crainte de ses parents, ils sont dans une situation où les deux peuvent s'aider à grandir mutuellement et dire « Tu sais, j'ai vraiment besoin d'être la première dans ta vie. Et parfois, j'ai l'impression que c'est ta mère qui l'est, ou j'ai l'impression que c'est ton père qui l'est, ou est-ce qu'on peut parler de comment passer en premier et de ce dont notre mariage a besoin? Et je serai heureux de te soutenir quand nous l'expliquerons. Je ne peux pas le faire tant que nous ne sommes pas sur la même longueur d'onde. » Nous allons regarder la vidéo 3 où des couples témoignent de leur relation avec leur belle famille. À la naissance de notre premier enfant, ses parents ont commencé à venir beaucoup plus souvent que ce que j'imaginais. Oui, ma mère est infirmière et je pensais qu'elle viendrait chez nous, simplement pour nous aider avec le bébé. C'est cette complicité qu'ils partageaient en tant que mère-fils qui m'a donné l'impression d'une intrusion dans ma propre cellule familiale. Et à ce stade-là de ma vie, je n'étais pas prête à l'accepter. J'ai donc dû dire gentiment à ma mère « Peut-être que tu devrais laisser Karen s'en charger. Elle s'en sortira très bien. » La famille de John me donnait l'impression que je n'étais pas à la hauteur. Par exemple, j'étendais le linge sur le fil et sa mère venait, dépendait le tout et le suspendait à nouveau comme elle voulait. Ce genre de choses. C'était des broutilles, mais c'était blessant. J'ai bien essayé de parler à ma mère et de l'aider à comprendre que Sally venait d'un foyer tout à fait différent. Je trouve qu'en vieillissant, elle s'est plutôt adoucie. Et j'ai vraiment appris à l'apprécier. Très tôt, on a fixé des limites avec nos familles. Jusqu'où elles pouvaient être impliquées, par exemple. Un jour, il a pris ma défense face à sa mère. Et à nouveau, ce n'est pas du tout culturel. Beaucoup d'hommes laissent trop leur mère prendre le contrôle. Ma mère est venue un jour et elle m'a vu cuisiner. Elle a dit « Pourquoi c'est toi qui cuisines ?» Elle devrait le faire, non? Et j'ai répondu « Je vais cuisiner. Tu n'as aucune idée de ce qu'elle a déjà fait. » Donc oui, j'ai pu m'affirmer. Elle n'a plus jamais rien dit. Elle l'a respecté. Oui. Notre famille a probablement de très bons conseils à offrir. Il est certain que nous avons énormément bénéficié des conseils de nos parents dans de nombreux domaines au fil des années. Mais nous avons fini par nous imposer une règle d'or, ne jamais prendre une décision importante impliquant l'un de nos parents ou la famille élargie sans en avoir d'abord discuté et convenu ensemble tous les deux. Par exemple, nous avons décidé que nous ne prévoirions pas de vacances avec eux sans en avoir d'abord convenu tous les deux. Au début de notre mariage, nous avons commis plusieurs erreurs sur ce plan-là. Ce n'est pas que nous n'apprécions pas la compagnie de nos familles, mais nous avons compris que nous avions besoin de passer du temps seuls en vacances pour nous amuser, renforcer notre couple et notre relation avec nos propres enfants. De la même façon, il a été très important de ne prendre aucune décision d'ordre financier avec l'un de nos parents sans en informer d'abord notre conjoint et l'impliquer dans la décision. Quand nous nous soutenons mutuellement et fixons des limites adéquates, nous nous sentons beaucoup plus proches émotionnellement et cela empêche des membres de la famille de creuser un fossé entre nous. Donc nous allons regarder la vidéo 4 avec encore un témoignage de la façon que ce couple a pris pour poser des limites avec la belle famille. Et à son retour, elle avait rapporté des cadeaux pour ses amis. Cela m'a frappé et je me suis dit qu'elle était vraiment quelqu'un de généreux. Ils organisaient ce truc à l'école, une sorte de Monopoly. Et Kenneth était le cerveau qui avait transformé ce jeu en une espèce de vente aux enchères. Et j'ai admiré son intelligence.
Quand nous sommes rentrés de Grande-Bretagne, en Malaisie, nous étions mariés depuis 6 ou 7 ans. Nous étions des enfants à notre départ et des adultes à notre retour avec un enfant. Nous avions été absents très longtemps et nous étions habitués à notre vie à deux et à prendre nos propres décisions sans consulter qui que ce soit. Tout à coup, il aurait fallu que nous informions toute la famille de nos faits et gestes. Nous étions en désaccord avec ses parents sur l'éducation que nous donnions à notre fille. Nous sommes toujours restés respectueux, jamais désagréables avec eux, et nous avons simplement continué à les traiter comme nous l'avions toujours fait. Mais bon, notre philosophie, c'est que les parents, c'est nous, et qu'ils doivent nous laisser faire les choses comme on l'entend. Après certaines de nos décisions, ils sont restés sans nous parler pendant des jours. Des semaines, oui. Oui, des semaines. Ce qui nous a sauvés, c'est de continuer à en parler, de comprendre ensemble la situation et ce qui devait être réglé. Mais finalement, vous savez, nous formions un front uni et nous ne voulions pas que nos parents croient qu'ils pouvaient s'immiscer entre nous et nous monter l'un contre l'autre. Nous vous proposons de consacrer quelques minutes au premier exercice pour parler des membres de la famille élargie, avec lesquels vous avez des contacts, qu'il s'agisse de vos parents et vos beaux-parents. S'ils sont encore en vie, vos enfants adultes ou des enfants issus d'un mariage précédent, ou vos frères et sœurs. Faire le point ensemble sur ces relations peut consolider votre mariage. Vous voyez ensuite si vous discernez un point qui engendre des tensions, comme une dépendance entre l'un de vous et un membre de la famille. Et quels changements vous pourriez apporter? Pour certains, ces questions sont chargées émotionnellement. Veillez donc à vous écouter sans vous mettre sur la défensive, afin de pouvoir travailler ensemble sur ces relations. On vous invite à prendre l'exercice 1 du manuel participant, relations actuelles, et on vous donne 10 minutes. C'est page 80. Nous allons voir 2 façons de travailler à établir des relations saines avec notre famille élargie, quels qu'en soient les membres. La première est de faire ce que nous pouvons pour résoudre tout conflit, comme dans le mariage, où les blessures et la colère non traitées peuvent mener à la rupture du lien entre les conjoints. À l'image de la canalisation bouchée dans la dernière rencontre, il en va de même avec notre famille élargie. Une relation a pu être rompue ou s'être distendue pendant notre adolescence ou depuis notre mariage. Dans un cas, comme dans l'autre, nous pouvons nous servir du processus décrit dans la dernière rencontre pour guérir les blessures. Commençons donc par identifier le problème. En parler avec notre conjoint, pour la première fois peut-être, nous aidera à discerner clairement la source de la tension. Quand une blessure a été infligée à l'un ou à l'autre, demander pardon et pardonner sont les parties suivantes du processus et rendent la guérison de la relation possible. Il va de soi que c'est difficile, surtout envers la famille, parce que notre fierté se met facilement en travers du chemin. Mais nous devons faire notre part. C'est merveilleux de pouvoir prendre l'initiative et s'excuser ou pardonner si nécessaire. Je voudrais partager avec vous un témoignage. Je connais un couple qui vient de 2 milieux sociaux différents. Pour simplifier, la femme vient d'un milieu agricole, voilà, très simple, mais aussi un petit peu dur. Et l'homme vient d'un milieu bourgeois, où l'expression des sentiments était plus tendre, mais aussi assez élitiste. Et en fait, cette différence d'origine a causé beaucoup de tensions entre eux, parce qu'ils avaient tout simplement des façons différentes de voir les choses.
Et voilà. Et quand il y avait la belle famille qui entrait en jeu, les tensions augmentaient. C'était voilà, ils m'ont partagé que ça a été vraiment difficile pour eux d'être un face à leurs deux familles respectives. Et voilà, il y avait un témoignage qui donnait cet exemple d'une dame qui avait été critiquée, blessée par sa belle-mère. Et son mari a pris sa défense et a osé s'opposer à sa propre mère. Et je pense que c'est difficile, mais c'est nécessaire de faire corps. Et après, en général, quand on le fait une fois, ça pose les limites, le cadre, et les parents respectent, parce qu'ils veulent aussi notre bonheur. Quand nous avons été blessés, seul le pardon amène la guérison. Et nous sommes les seuls à savoir si nous gardons de la colère et du ressentiment. Le maintien de bonnes relations avec nos parents et nos beaux-parents a aussi une influence sur la relation de nos enfants avec leurs grands-parents. Certains grands-parents jouent un rôle dans l'éducation des enfants, et dans ce cas, il est important de maintenir les canaux de communication ouverts avec eux, tout en résistant à toute forme de manipulation. La relation entre les petits-enfants et les grands-parents est unique et spéciale, et nous devons faire tout ce que nous pouvons pour la rendre aussi bonne que possible. Une seconde façon de construire ces relations avec notre famille élargie est de considérer leurs besoins. Dans toute relation, se concentrer sur ce qui nous irrite chez l'autre a pour effet de nous éloigner, tandis que se concentrer sur nos besoins respectifs nous rapproche. Nos parents sont forcément à un stade de la vie différent du nôtre, et il est aussi très éclairant de chercher à se mettre à leur place. Et on peut constater souvent qu'il est utile de prendre des initiatives envers nos parents, telles que leur rendre visite, leur permettre de voir leurs petits-enfants, s'ils en ont, décider des vacances que nous pourrions passer ensemble et leur téléphoner. La Bible est très claire. Honore ton père et ta mère. Cela signifie donc de respecter nos parents, tenir compte de leurs besoins, exprimer notre amour pour eux. Et la règle continue à s'appliquer une fois qu'on est marié. Après, je mets un bémol. Voilà. C'est quand il s'agit de familles toxiques. Ça arrive, et parfois, il faut prendre de la distance. J'ai une amie qui a coupé complètement les ponts avec sa propre famille, parce qu'elle a subi des abus et elle ne pouvait pas... et voilà, pour reconstruire un foyer sain, elle a dû s'éloigner. Et quand nous devenons adultes, nous ne sommes plus responsables envers nos parents, mais plus ils vieillissent et plus nous devenons responsables d'eux. Ils ont davantage besoin de notre aide, et le moment peut arriver où ils sont complètement dépendants de nous, comme nous étions autrefois totalement dépendants d'eux. C'est vraiment pas facile à vivre, à gérer, mais c'est aussi un devoir. Nous allons regarder donc la vidéo 5. Elle m'a dégoté un short gris, des chaussures noires, une cravate et même un petit pull. J'ai eu beau crier, donner des coups de pied, pleurer, elle m'a traîné jusqu'à l'école dans cette tenue. Comme je le pensais, tous les enfants portaient des jeans et des vêtements ordinaires. J'ai été repéré assez vite et ils m'ont malmené en se moquant de moi. Je suis rentré de ce premier jour complètement déprimé, avec mon uniforme juste tout crasseux. Cela a duré plusieurs jours avant qu'elle comprenne enfin le message et finalement renonce. Après cela, j'ai pu porter des habits normaux à l'école, mais ma mère a continué à peser lourdement sur le choix de mes vêtements. Le pire exemple s'est produit lorsque j'avais 15 ans et que je lui rendais visite à l'hôpital où elle était en phase terminale d'un cancer du poumon. Elle m'a demandé « Que fais-tu ce week-end » J'ai répondu « Je suis invité à une fête ».
« Que vas-tu porter ?» me dit-elle. Et j'ai répondu « Un jeans. »« Non, non, tu ne peux pas t'habiller comme ça. » J'ai voulu alors argumenter et on s'est disputé. Je suis parti et, à mon retour le lendemain, elle m'a annoncé « J'ai quelque chose pour toi. »« Quoi ?» ai-je dit. Et voilà qu'elle sort d'un sac un horrible pantalon à pattes d'éléphant et en velours côtelé jaune. Je savais qu'elle voulait bien faire. Mais comment aurais-je pu porter un truc aussi ridicule? J'avais l'impression de ne pas avoir le choix. Elle a rétorqué que j'avais le choix et a sorti un modèle vert encore plus laid. Mais je me suis dit, comment pourrais-je désobéir à ma mère mourante? Quand ma mère est morte quelques mois plus tard, j'ai été choqué parce que ma première réaction n'a pas été la tristesse, mais le soulagement. Je me suis dit que plus personne désormais ne me dirait ce que j'avais à faire. Je savais que j'aurais dû la pleurer et je me suis mis à croire que quelque chose n'allait pas chez moi. Au début de mon mariage avec Déborah, il lui arrivait de me donner des indications sur la route, par exemple, ou de me conseiller un vêtement, ou de faire des suggestions quand je cuisinais. Et moi, j'explosais de rage. Pendant le parcours couple, j'ai compris que c'était une réaction instinctive contre ma mère en réalité. Je croyais que Déborah essayait de me contrôler alors qu'en fait pas du tout. Alors j'ai pu commencer à guérir des blessures du passé et à pardonner ma mère. Et Déborah m'a vraiment aidé. Nous l'avons fait ensemble. C'était merveilleux de vivre ce processus de guérison avec elle. Aujourd'hui, je lui demande conseil sur ce que je pourrais porter et elle m'offre parfois de très beaux vêtements. Je ne suis pas parfait. Il m'arrive encore de réagir quand Déborah me donne des indications ou me dit comment cuisiner, mais cela arrive beaucoup moins souvent et avec beaucoup moins de colère. Je pense qu'elle est plutôt soulagée que le volcan qui couvait en moi soit éteint. Nous vous proposons de passer maintenant au prochain exercice qui vous invite à discuter des besoins de vos parents et beaux-parents et de la façon dont vous pourriez les soutenir s'ils sont encore en vie. Et sinon, comment vous pourriez soutenir d'autres membres de votre famille élargie? Donc c'est l'exercice 2, soutenir nos parents ou nos proches. Vous avez 10 minutes, c'est à la page 81. Voyons à présent ce que nous apportons de notre arrière-plan héritage familial dans le mariage. Certaines personnes ont un passé très douloureux, mais en repensant à notre enfance, la plupart d'entre nous peuvent généralement trouver de bonnes facettes à leur éducation. Et il est bénéfique de se remémorer et de se réjouir ensemble de ces bons aspects de notre parcours familial. Pendant cette rencontre, vous pourriez découvrir des choses sur la famille de votre conjoint que vous ignoriez. Il sera utile pour votre relation de prendre conscience des différences entre vos expériences familiales respectives. Chaque famille a ses habitudes et ces habitudes sont uniques. Il est possible que nous nous soyons mariés avec l'intention de nous y prendre tout à fait autrement de ce que nous avons observé en grandissant, ou au contraire, en nous disant que notre famille a toujours procédé de la meilleure des façons. Nous allons regarder la vidéo 6 avec des témoignages de couple. Aider de la meilleure des façons. J'ai été élevée avec des manières spécifiques. Toi, tu as été élevée d'une façon différente et... Non. C'était tellement... Oh, à quoi peut bien servir ce couvert-ci, à quoi ce couvert-là? Et je faisais tout faux. Moi, je plongeais mon couteau directement dans la confiture en mettant des miettes de pain dans le pot. Oui. Chez mes parents, c'était ma mère qui nous servait la nourriture. Et chez lui, le plat était devant moi et moi j'attendais. C'était du style « à vos marques, prêts, partez ». En un éclair, la nourriture disparaissait. Chez moi, quand quelqu'un était malade, le monde s'arrêtait. Tout le monde prenait un jour de congé. Du bouillon de poule et des oranges pelées m'attendaient à tout moment. Alors que dans la famille de Michal, le mot d'ordre, c'était « bah, tu t'en remettras, la vie continue ». L'hospitalité allait de soi. C'est ainsi que j'ai grandi. Le seul fait d'ouvrir ma maison était complètement nouveau pour moi. Forcément, cela impliquait aussi d'exposer sa vie à d'autres personnes. Ce n'était pas naturel pour moi.
Il a fallu que nous ayons des conversations très sérieuses au fil du temps. En fait, les premières années ressemblent un peu à une tornade. On a presque l'impression d'avoir épousé la famille de l'autre. Au début de notre mariage, il a fallu négocier les Noëls. Je supposais que tout le monde fêtait Noël comme nous. Oui. Ça m'a beaucoup aidé de comprendre que ce n'était pas forcément normal pour toi. Je croyais que ma façon de faire était la meilleure. En abordant les problèmes liés à notre arrière. En abordant les problèmes liés à notre héritage familial, nous cernerons mieux la situation initiale de chacun et de là nous pourrons créer ensemble notre propre culture conjugale. Pour ce faire, nous aimerions prendre quelques minutes pour décrire à quoi ressemble une éducation saine afin de pouvoir évaluer la nôtre à l'aune de ce modèle. D'emblée, il est possible que des souvenirs douloureux ressurgissent, mais nous vous encourageons à ne pas craindre de regarder en arrière. Il est important d'identifier les dysfonctionnements vécus pendant notre enfance pour ne pas les reproduire dans notre mariage et les transmettre à la génération suivante. Même les blessures les plus profondes peuvent être guéries et on a observé combien très souvent le mariage devient lui-même un canal de guérison. Donc, depuis les études de John Bowlby en 1958 et leur poursuite par Mary Ainsworth et d'autres dans les années 70, de nombreux psychologues ont reconnu qu'en grandissant, les enfants ont besoin que leur foyer soit deux choses. Premièrement, une base sûre à partir de laquelle ils peuvent explorer le monde. Et deuxièmement, un refuge vers lequel ils reviennent. Il est essentiel pour la croissance et le développement d'un enfant qu'il se voit accorder suffisamment d'indépendance pour explorer dans des limites sûres. Son foyer et ses parents doivent servir de base de départ sécurisante. Mais un enfant a aussi besoin d'un refuge vers lequel il peut revenir pour faire le tri dans ses émotions, qu'il s'agisse de la frustration, la colère, la peur, la déception ou la peine, et où il peut remplir à nouveau son réservoir émotionnel avec du réconfort, de l'affection, des encouragements et l'assurance qu'il a des parents qui sont là pour lui. Ce principe de la famille qui nous a servi de refuge pour développer une approche équilibrée de la vie et des relations est celui que nous cherchons à reproduire dans notre mariage. Un refuge auquel nous savons que nous appartenons, où nos besoins émotionnels sont remplis, où nous sommes en mesure de bâtir notre relation avec la confiance, l'intimité et la base de laquelle nous pouvons partir vers le monde. Nous allons regarder la deuxième vidéo de l'expert. Des milliers d'études menées ces 50 dernières années sur les enfants et les parents et leur façon d'interagir montrent que le besoin fondamental des enfants est de se sentir en sécurité avec leurs parents et de savoir que, sur un plan émotionnel tout à fait basique, ils peuvent compter sur eux, se tourner vers eux et savoir qu'ils ont toute leur attention, qu'ils leur répondent et se rapprochent, les consolent, les soutiennent, les aident à gérer leurs émotions. C'est comme si les parents étaient un refuge pour l'enfant. Et le monde devient alors un endroit plus sûr pour cet enfant. Et les personnes qui n'ont pas connu cette sécurité lorsqu'elles étaient enfants sont beaucoup plus sensibles, plus facilement blessées. Elles ont des attentes plus négatives des relations. Dans le programme d'éducation que nous dirigeons, nous parlons de zones à vif. Nous aidons les couples à identifier leurs zones à vif et à en parler. Les gens qui n'ont pas connu cette relation sécurisante lorsqu'ils étaient petits ne doivent pas penser que d'une certaine manière, ils ne pourront pas connaître l'amour, parce que c'est faux. En réalité, le mariage ou la relation amoureuse leur offre une nouvelle chance. Ils se sentent plus forts, plus sûrs d'eux. Ils croient en eux-mêmes. Et ils ne craignent pas d'aller vers le monde et de prendre des risques. Quand on possède ce lien, la relation s'épanouit. Elle devient un refuge. Et les conjoints peuvent se soutenir mutuellement et ils s'épanouissent. Quand notre enfance nous a... Oui,
Quand notre enfance ne nous a pas procuré la liberté d'explorer et un lieu où nous réfugier, il est possible que nous ayons enfoui une grande colère qui risque d'exploser en prenant notre conjoint pour cible. Nous avons encore un témoignage à regarder. C'est le numéro 7. C'est pas 7. Le deuil est un processus. C'est pas grave, on va continuer. Le deuil est un processus qui implique qu'une perte a été vécue. Le mot deuil appliqué à l'enfance peut désigner une... Donc notre relation peut être influencée négativement par notre héritage familial, mais notre mariage peut aussi devenir le lieu où nous changeons et où nous guérissons du passé. Tout commence par comprendre la raison pour laquelle nous avons une réaction excessive quand notre conjoint touche une zone à vif. Ces zones sensibles ont pris leur source dans notre éducation et elles ont un impact sur notre relation aujourd'hui. Pour certains, il s'agira de constater que pendant l'enfance, ils n'ont pas pu observer un modèle de mariage sain auquel se référer et ils ne savent pas vraiment comment bâtir eux-mêmes une relation solide et intime. Nous allons vous proposer maintenant de prendre quelques minutes à placer les membres de votre famille proche sur un schéma autour du cercle « moi » pour représenter ces relations lorsque vous étiez enfant, en incluant les personnes éventuellement décédées. Si vous aviez une relation avec un membre de votre famille, vos deux cercles doivent se toucher. Si vous étiez très proches, les cercles se superposent. S'il n'y avait aucune relation, les cercles sont séparés. Vous trouverez cet exemple dans votre manuel. Cette personne est très proche de sa mère et sa sœur. Leurs cercles se superposent. Disons que ses parents sont divorcés et qu'il n'y a plus de relation entre eux, de sorte que leurs cercles ne se touchent pas. Elle a une relation avec son père sans être proche de lui et aucune relation avec son frère. Le but est d'obtenir une représentation visuelle de la qualité des relations dans votre famille pendant votre enfance et aujourd'hui. Je me souviens d'un couple qui avait constaté que tous les cercles du mari se superposaient, tandis que tous les cercles de la femme étaient dispersés sur la page. Le contraste était tel qu'ils ont mieux compris la raison de leur dynamique familiale opposée. Alors, ne passez pas trop de temps sur ce schéma. Quand vous aurez terminé, tournez-vous vers les autres parties de l'exercice, votre relation avec vos parents ou beaux-parents ou d'autres personnes chargées de votre éducation, et ensuite la relation de vos parents ou d'autres personnes qui vous ont élevé entre eux. Et vous pouvez cocher les cases qui vous conviennent, et quand vous aurez terminé, vous pouvez lire ce que chacun de vous a noté et en discuter ensemble. C'est donc l'exercice 3, réflexion sur notre éducation. Et vous avez 30 minutes. C'est à la page 83. La discussion que vous venez d'avoir est beaucoup plus dure et plus complexe. Nous sommes conscients que la discussion que vous venez d'avoir est beaucoup plus dure et plus complexe pour certains que pour d'autres. Vous vous êtes peut-être concentré sur des aspects de votre enfance qui engendrent des souvenirs douloureux. Nous tenons à vous encourager. Il est possible de guérir des blessures de l'enfance. Nous ne sommes pas figés dans des modèles de comportement dictés par notre passé. Nous vous suggérons également de faire appel à l'aide d'un spécialiste si vous savez que la question vous pose de grandes difficultés. Nous connaissons de nombreux couples dont l'un des conjoints ou les deux présentent une histoire familiale compliquée et qui ont construit un mariage très solide. Leur mariage est devenu cette base sûre pour leur protection et ce refuge pour l'aventure. Dans la dernière partie de cette rencontre,
Nous voudrions décrire deux démarches concrètes pour traiter les blessures de l'enfance. Ces démarches s'appliquent qu'il s'agisse de vous ou de votre conjoint. Il se peut que l'un de vous souffre d'une blessure profonde ou soit miné par un souci mineur, mais sans jamais l'avoir exprimé auparavant. Vous aurez peut-être besoin de l'aide de votre conjoint pour reconnaître ce que vous préférez ignorer par loyauté envers un parent. Nous vous encourageons à faire preuve de sensibilité et de douceur pendant ce processus. La première démarche est de faire le deuil des besoins non comblés de chacun lorsque un ou des parents ont manqué à leur devoir quand vous étiez enfant. Peut-être n'avons-nous jamais admis notre souffrance, même à nous-mêmes, mais le faire constitue un progrès immense. Donc nous allons maintenant voir notre experte. La dernière vidéo. Le docteur Sue Johnson. Le deuil est un processus qui implique qu'une perte a été vécue. Le mot deuil appliqué à l'enfance peut désigner une enfance manquée. Certains enfants n'ont pas vraiment eu d'enfance. Ils ont dû grandir très vite. Ils ont vécu la perte de leur enfance. Mais il faut se rappeler que le deuil est un processus qui se vit en plusieurs étapes. Chaque conjoint doit veiller à communiquer avec l'autre, lui dire qu'il le respecte, qu'il lui fait confiance et que l'autre peut lui faire confiance en s'ouvrant et en se confiant sur ses blessures, ce qu'il n'a peut-être jamais fait avec personne et qu'il a enfoui en lui lorsqu'il était enfant. Si votre conjoint blessé constate que vous êtes compréhensif, que vous ne portez pas de jugement, que vous le soutenez, il faut espérer qu'il arrivera au stade où il sentira qu'il peut partager des blessures très profondes. Le processus de guérison est progressif, mais accompagnez simplement votre conjoint à son rythme en lui tenant la main, au sens propre comme au figuré, en l'encourageant et en lui disant qu'il peut le faire. Nous sommes bien conscients que la guérison est un processus et qu'on peut aider notre conjoint à le suivre. Le mariage peut soit aggraver la tristesse causée par le passé, soit contribuer à le guérir. Si votre mari ou votre femme ont des besoins non satisfaits pendant l'enfance, il est très important que vous le compreniez et que vous lui offriez votre soutien émotionnel tout au long du processus de guérison qui peut parfois être long. Cette attitude renforce les liens du couple. Nous désirions tous des relations saines. Les enfants qui ont connu l'abandon ou qui ont été victimes de négligence ou d'une éducation malsaine peuvent rencontrer des difficultés dans leur croissance, leur développement. Par exemple, ils grandissent en cherchant à combler un vide. Si la situation est plus grave ou complexe, une aide professionnelle peut être nécessaire pour comprendre ce qui leur a manqué pendant l'enfance et comment ce manque entrave leur capacité à nouer des liens étroits. Quand ils se marient, il y a deux façons pour un couple de changer peu à peu et de créer une nouvelle dynamique relationnelle. 1. Les conjoints doivent reconnaître que leur épanouissement est entravé par cette défaillance parentale et la négligence subie. C'est la première étape. 2. L'autre doit faire preuve de sollicitude, soutien et encouragement. L'un des problèmes qui peut se poser est que la personne qui a été blessée et négligée dans l'enfance cherche un idéal pour combler ce vide, espérant que l'amour et l'affection de son conjoint seront parfaits. Sur ce point, le conjoint doit l'aider à comprendre. Je ne suis pas ton parent. Je ne suis pas le parent qui t'a manqué quand tu étais enfant. Comme toi, je suis quelqu'un d'imparfait. Ensemble, nous devons créer une nouvelle relation et trouver de la satisfaction dans cette nouvelle relation. La seconde démarche est de pardonner.
Le pardon est essentiel pour guérir et pour traiter la colère enfouie. Comme nous l'avons vu dans la rencontre précédente, le pardon est un acte de la volonté. Nous n'en avons pas toujours l'envie. Mais il est le seul moyen d'être libre. Et si nos blessures sont très profondes, le pardon doit continuer d'être réitéré chaque fois que la douleur refait surface. Quand nous persistons à pardonner, les souvenirs perdent progressivement de leur emprise sur nous. Que nos parents aient changé ou non, qu'ils reconnaissent ou non nous avoir blessés, nous devons choisir de pardonner. Une amie nous a confié son histoire. J'avais un beau-père appelé John. J'avais 7 ans quand ma mère l'a épousé et 15 quand ils ont divorcé. La demande de divorce a été introduite pour motif de cruauté mentale. Mon enfance a été un cauchemar. Mon plus grand désir était de grandir le plus vite possible pour pouvoir quitter la maison. J'ai 33 ans aujourd'hui, j'ai porté le poids de ces souvenirs et la haine pendant 18 ans, même après être devenue une chrétienne engagée il y a 2 ans. Je ne voulais plus jamais aborder cette partie de ma vie, j'étais désespérée. Comment aurais-je pu pardonner John pour tout ce qu'il avait fait ? Où serait la justice dans tout ça ? C'était moi l'enfant, la victime. Je ne l'avais plus revu depuis mes 15 ans. Il n'avait même jamais demandé pardon. Peu à peu, j'ai compris que je devais régler ce problème une fois pour toutes, pour que ces 18 années ne deviennent pas 28 années, ou 38, 48, sans jamais connaître de fin. Alors j'ai écrit une lettre à John, dans laquelle je lui pardonnais le mal et l'angoisse qu'il m'avait causé quand j'étais enfant. En écrivant, j'ignorais s'il était conscient de l'impact que cette partie de sa vie avait eu sur la mienne. Et j'ai décidé de laisser cette question à Dieu. Et quand j'ai envoyé cette lettre, j'ai su que j'étais enfin libre. Il est important de se rappeler que pardonner une personne ne revient pas à approuver ses actes, ni à lui donner le droit de reproduire ce qu'elle a fait. Le pardon consiste à être libéré des actes qui nous ont blessés. Plus tard, nous avons appris que son beau-père l'avait contacté. Il était incapable de comprendre le mal qu'il lui avait fait et pourquoi il avait besoin de son pardon. Mais bien qu'il ne se soit pas réconcilié, elle est complètement libérée de la souffrance qu'il lui a infligée. Les circonstances nous empêchent peut-être d'exprimer directement notre pardon à la personne qui nous a laissé tomber, qui nous a blessés, mais nous pouvons néanmoins choisir de pardonner pour être libérés de la souffrance et de la peine accumulée en nous au fil du temps. Le refus de pardonner ne blesse que nous. La douleur enfouie, voilà, on va prendre une image là, la douleur enfouie ressemble à 2 poignées de sable. Nos mains sont refermées sur tout le sable accumulé avec la douleur, l'injustice, la colère non résolue. Pardonner, c'est ouvrir les mains, desserrer les doigts et laisser le sable s'écouler doucement. Alors, on est libre d'agir comme une base solide et un refuge pour son conjoint. Si vous portez la souffrance vécue pendant votre enfance, nous voudrions vous donner l'occasion maintenant, si vous le désirez, d'exprimer votre pardon envers là où les personnes qui vous ont blessé, comme un moyen d'entamer ce processus de libération. Imaginez que la personne qui vous a blessé se trouve devant vous, fermez les yeux si cela vous semble utile. Et dites intérieurement, maman, papa ou la personne, le nom de la personne, dites le mot que vous utilisez d'habitude pour l'appeler. Tu m'as amené à ressentir cela à cause de ce que tu as fait ou pas fait. Exprimez intérieurement ce qui vous a blessé. Et dites, mais je choisis volontairement de te pardonner dès maintenant. Imaginez que vous tenez entre vos mains toute la douleur que vous portez depuis l'enfance et comme du sable, vous la laissez s'en aller sans la retenir désormais. Alors que vous pardonnez, vous déposez votre fardeau pour pouvoir être libre.
Si vous êtes à l'aise avec l'idée de prier, vous pouvez répéter cette prière dans votre tête et vous l'approprier. Seigneur, merci de m'aimer d'un amour inconditionnel et d'accepter de me pardonner gratuitement. Aide-moi à pardonner ceux qui m'ont blessé. Je te prie de déverser ton amour en moi par ton esprit pour que je puisse être libre et non plus accablé par mes blessures et le refus de pardonner. Merci parce que tu donnes ton esprit d'amour à tous ceux qui te le demandent. Amen. Nous aimerions vous laisser maintenant quelques minutes pour réconforter votre conjoint s'il porte cette douleur en lui depuis l'enfance. Et si le sujet est difficile à aborder, demandez à votre conjoint quel aspect te fait le plus mal et essayez de reformuler ce qu'il ou elle vous a confié. Vous ne réparez rien, vous ne tentez pas de résoudre quoi que ce soit. Vous lui montrez simplement que vous êtes à ses côtés pour qu'il sache qu'il n'est pas seul. Ensuite, nous suggérons de terminer cette rencontre en demandant à votre conjoint de quelle façon vous pourriez l'aider à avancer. Et si vous êtes tous les deux à l'aise avec l'idée de prier, vous sentez-vous libre de le faire à haute voix ou silencieusement. Sinon, vous pouvez exprimer votre soutien d'une autre manière. Nous allons donc faire l'exercice 4, le réconfort mutuel. Vous avez 5 minutes et c'est à la page 87. Réconfort mutuel, vous avez 5 minutes, c'est à la page 87. Nous aimerions conclure par une courte prière. Merci Seigneur pour ton amour éternel pour chacun d'entre nous. Merci pour toutes les bonnes choses que nous avons reçues de notre famille. Nous te prions de nous aider à construire les meilleures relations possibles avec nos belles familles respectives. Et si l'arrière-plan familial a nui à un mariage, à un couple, nous te demandons d'apporter l'amour, la compréhension et la douceur entre mari et femme. Et là où la douleur est profonde, Seigneur, tu peux guérir. Nous voulons croire que tu guéris. Et nous te prions de renouveler l'espoir en l'avenir. Nous te le demandons au nom de Jésus. Amen. Il est possible que cette rencontre ait soulevé beaucoup de sujets que vous n'avez pas eu le temps de digérer. Nous vous encourageons à poursuivre vos échanges pour aider chacun de vous à aller de l'avant. Merci pour votre participation et rendez-vous à la prochaine rencontre vendredi prochain. Et pour poursuivre la discussion durant les jours qui vont suivre, nous vous invitons à reprendre votre manuel et en particulier à faire les exercices des pages 90 et 91. Bonne fin de soirée, bon week-end. Et on va vous apporter les infusions comme d'habitude. Donc prenez votre temps.